Nous accueillons aujourd'hui à l'émission un homme qui, aux yeux de plusieurs, est un héros. Mohamed Chelali est celui qui a sauvé la vie du président français en juillet 2002. Mais au-delà de cette image médiatisée, M. Chelali est un citoyen du monde. Originaire de l'Algérie, ce père de famille a fait une maîtrise en commerce international en France et il enseigne en Colombie-Britannique depuis une dizaine d'années. À 48 ans, Mohamed Chelali prend maintenant la plume pour raconter une vie où la guerre, le racisme et le pardon cohabitent sur une même page. Tout d'abord, Mohamed Chelali, bienvenue à l'émission. Merci. Mohamed, quelle est l'image la plus forte qui vous reste du pays que vous avez vu naître, l'Algérie? Ce sont des images de guerre, des images de quelqu'un qui a perdu ses parents à fleur de l'âge, les images d'un enfant qui a vu probablement tout se ruiner autour de lui, mais aussi un attachement à des racines qui a été plus ou moins détruite, parce que j'ai quand même 3 sœurs qui vivent toujours en Algérie, puis j'ai des parents, puis on n'oublie pas comme ça là où on est né, là où on a commencé à apprendre et à parler, on a commencé à voir la vie autour de soi. Alors, une partie du cœur est restée là. Oui. Vous avez fait mention de ce conflit, la guerre d'Algérie. Quand vous venez au monde, ça fait déjà 2 ans que la guerre d'indépendance est en marche. Donc, votre petite enfance est marquée par l'horreur. Oui. D'ailleurs, vous êtes tout petit. Est-ce que vous parvenez à sentir que ce conflit vous vise peut-être? Disons que c'est plutôt probablement vers les années 60, que je commençais à avoir 5 ans et demi, que je commençais à voir les gens crier, surtout la nuit, fermer les portes, et puis c'est des cris d'horreur. Et puis on entendait les soldats, on entendait les tirs. Donc moi, je ne comprenais pas à 5 ans, vous savez, un bébé. Mais c'était quelque chose qui marque, je pense, sinon c'était pas assez puissant. Probablement, je ne me souviendrai même pas. Est-ce qu'un enfant est capable de jouer, de créer un univers pour se protéger de ça, ou on est complètement absorbé par ça? Disons que oui, parce qu'il y avait ma mère et puis il y avait mes grands-parents, donc c'était là où je trouvais la fuite peut-être ou le confort. Plus tard, en étant un adulte ou presque, est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi il y a eu ce conflit? Pas vraiment. Donc, on ne comprend pas les choses parce que souvent il y a des raisons qui nous dépassent. Je pense que tout ça c'est dû par rapport à la colonisation, par rapport à des droits d'êtres humains, etc. Parce que même la guerre d'Algérie en tant que telle, l'Algérie par exemple a été colonisée durant plus d'une centaine d'années et que les Algériens au début voulaient juste avoir l'égalité avec les Français. Puis étant donné qu'ils n'ont pas eu cette égalité, donc tout ça, ça a commencé à mener vers la guerre. Et je pense que des fois, quand on voit la guerre partout, qu'à la fin, ça ne règle rien. Votre famille va payer un prix, comme bien d'autres familles, un prix très élevé. Votre père est enlevé par la police française. Il est soupçonné d'appartenir à ceux qui veulent l'indépendance. On le torture. On vous ramène un père dans quel état? Mon père, donc parce que moi j'étais tout petit, on me racontait, donc il a été enlevé parce qu'on le soupçonnait d'aider les Algériens, les maquisards. Il a été torturé. Puis après, ils l'ont relâché. Puis après, ils sont revenus. Donc déjà, quand ils l'ont relâché, il était complètement massacré.
Mais ce n'est pas fini parce qu'après, lui, il travaillait donc pour alimenter en électricité une petite ville. Et puis là, on l'a brûlé, vivant. Et ce qui vous reste de ce père, ce ne sont que ce que les gens ont pu vous raconter? C'est ça, parce que mon père donc, n'était pas décédé tout de suite. On l'a emmené à l'hôpital, donc il est resté quand même en vie et avec des séquelles quand même assez graves. Et puis, il ne pouvait plus travailler parce qu'il a pratiquement perdu la raison. On en perdrait pour beaucoup moins. Et un jour, vous allez revenir de l'école pour apprendre un autre grand drame, la disparition de votre mère. Oui, donc j'avais 6 ans, à peu près 6 ans et demi. Je retournais de l'école à Alger, puis je voyais plein de gens et j'arrivais, je disais qu'est-ce qui se passait. Et je voyais mes 3 sœurs pleurer, et puis on me disait que ma mère a été assassinée. Et assassiné, ça c'est le mot que vous utilisez aujourd'hui, mais je crois comprendre qu'on n'a jamais vraiment éclairci, élucidé comment elle est morte. C'est soit un acte de terrorisme ou même possiblement que votre père ait porté la main sur elle. Oui, c'est ça. La police, donc en ce moment-là, il disait que c'était mon père qui l'a fait. Vous savez, c'était juste la veille de l'indépendance, mais il y avait l'OAS aussi en ce moment et qui mettait des bombes partout parce que vous savez, l'OAS ne voulait pas l'indépendance d'Algérie. Il y avait presque 1 million. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un drame vous savez, quand vous avez 6 ans, 7 ans, vous perdez votre père, puis vous perdez votre mère. Ce sont quelque chose d'assez grave, d'autant plus que j'étais à Alger, je n'avais personne, parce que là où je suis né, c'est à 400 km d'Alger. Et on était allés d'une famille à l'autre avec 3 sœurs. La petite, elle avait 6 mois. Quand on passe au travers de telles épreuves et que ça laisse en héritage à la famille cette souffrance, comment, dans les années qui suivent, comment on réagit, comment on gère ça? Est-ce qu'il y a une tentation même de se tourner soi-même vers la violence? Moi, à ce moment-là, à 7 ans, c'est comme tout d'un coup, comme on passe à un autre pas. J'avais l'impression d'avoir 30 ans ou 20 ans, parce que quand je voyais mes 3 sœurs, 6 mois, 2 ans, 5 ans, pleurer, perdues, j'avais l'impression d'être le père et la mère en même temps. Et à 7 ans, je me considérais, d'ailleurs, je n'ai même pas pleuré ce jour-là, tout à l'heure, puis je me le suis reproché toute ma vie par la suite. Mais je me sentais que je suis devenu le père et le responsable pour mes 3 sœurs. Et c'est un sentiment assez dur de passer de l'âge enfant, de se retrouver tout d'un coup avec cette immense responsabilité. Vous en êtes mis lourd sur les épaules? Oui, oui. Et toute la journée, c'est-à-dire par la suite, donc on allait d'une famille à l'autre jusqu'à ce que mon grand-père est venu à Alger pour nous emmener chez lui, mais ça a pris beaucoup de temps. Pratiquement 2 ou 3 semaines, mais durant ce temps-là, c'était très, très difficile. Et même par la suite aussi. On peut imaginer que d'ailleurs pour des grands-parents, ça ne sera pas nécessairement facile de prendre en main de jeunes enfants. Vous allez devenir un jeune homme qui a des aspirations, qui veut faire des études, et vous êtes face au choix de quitter l'Algérie. Est-ce que c'était inévitable? Probablement parce que c'est comme... Je n'arrivais pas à comprendre ou à assumer. Je trouvais tout ça injuste, ce qui m'arrivait. C'est-à-dire depuis en étant bébé par la suite. Et puis je me suis tourné complètement vers les études. Il y avait encore donc l'école française. Donc j'allais au début, c'était complètement français à 100% quand j'ai commencé l'école élémentaire. Mais je me suis tourné totalement et je dirais à 100% vers les études. C'était le seul salut pour moi pour réussir dans mes études. Mais aussi, quand je marchais dans la rue, dans le petit village de mes grands-parents, quand je voyais des enfants courir ou jouer avec leurs parents, moi, je voyais toujours quelque chose qui me manquait. Vous savez, à 7, 8, 9 ans,
On a toujours besoin de quelqu'un. Et surtout pour mes sœurs, parce que là, j'étais peut-être le père et la mère de mes sœurs, mais pour moi, je n'avais personne. Est-ce que c'était salutaire de partir, même si ça voulait dire de prendre une distance, par exemple, face à vos responsabilités Oui. pour vos sœurs? Par la suite, disons, quelques années par la suite, oui. Oui, parce que c'est comme je me détache, j'essaie de recréer un passé. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai mis quelque part, mais j'essaie de fabriquer quelque chose de nouveau qui laisse peut-être respirer un peu. Mohamed Chelali, nous allons prendre une courte pause et on reprend cet entretien. Mohamed Chelali, vous avez une faim d'apprendre, d'étudier, de bâtir une vie pour vous-même. Vous choisissez la France pour immigrer. Cette France qui, en Algérie, vous en a fait baver. Et vous choisissez ce pays, malgré tout, pour découvrir autre chose. Pourquoi? Disons que pour diverses raisons, il y a l'histoire, la langue que j'ai appris, donc c'était le français, et l'université vers lesquelles généralement en Algérie on se tourne, ce sont les universités françaises. J'ai vu aussi de la famille en France, mais il faut dire aussi que lorsqu'on dit le mot de la France, personnellement, je ne mélange pas. Il y a un passé colonial, il y a des gens qui ont commis des crimes. Je pense qu'on ne devrait pas l'oublier. Il y a des gens qui continuent à faire des choses qui sont au niveau du racisme ou les néo-nazis ou tous les groupes ou groupuscules qui sont contre des êtres humains en France. Mais aussi à la France profonde. Il y a les Français qui sont comme vous et moi, qui sont des gens très gentils. Parce qu'il y avait quand même des gens en France qui ont joint le FLN, qui ont combattu. Il y avait beaucoup de personnes en France même qui ont manifesté. Il y a beaucoup qui sont morts et il y avait beaucoup qui étaient pour la justice. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut toujours le dire parce qu'on ne doit pas généraliser parce qu'autrement, on tombe toujours sur l'autre côté. Et c'est ça qui m'est arrivé par la suite. Donc, à prime abord, vous n'abordez pas la France avec de la rancœur. Au contraire, vous avez de grandes attentes. Oui. Comment la France vous séduit quand vous arrivez au début, ou vous installez finalement en milieu universitaire? Alors, c'était tout beau par rapport quand même à une vie très dure, à un petit village quand même perdu dans le désert de l'Algérie. Donc Paris quand même, ça rayonne, les lumières, les habits, les gens qui sont tout beaux, bien habillés, et puis les possibilités aussi d'éducation. Donc tout ça, ça frappe l'imagination pour un jeune qui vient de débarquer à Paris. Vous avez quel âge? Là, on est en 1985. Oui, alors probablement 25, 26 ans à peu près. Donc c'était la belle vie. C'est comme j'arrive tout d'un coup vers quelque chose d'incroyable. Malheureusement, vous allez déchanter parce que dans un milieu universitaire, on peut s'attendre à ce que les gens que vous côtoyez ont l'esprit ouvert, sont tolérants, ce sont des intellectuels quand même.
Mais lorsque vous sortez avec votre diplôme en poche, votre maîtrise, vous voulez travailler dans le domaine du commerce international. Sur papier, vous êtes le candidat idéal à 2 reprises pour des postes. Et puis là, on change la vie quand on réalise que vous êtes algérien, arabe, musulman, et ça fait pas, là. Vous vivez le rejet comment? Au début, je n'y croyais pas. J'avais même mon beau-frère qui était français de souche, qui est marié donc, avec ma belle-sœur qui est devenue par la suite, et qui me disait qu'il y a beaucoup de racistes. Le racisme existe en France, mais je lui disais non. Mais je pense parce que j'étais, comme vous dites, à l'université, on ne le voit pas. C'est juste le jour où j'ai fini mes études, et puis il y a une grande compagnie, pourtant une compagnie nationale française, qui passe une annonce, puis la dame qui me dit, bon, monsieur Chelali, vous avez toutes les chances, parce que vous connaissez, c'est une compagnie pétrolière dans le domaine pétrolier, puis vous connaissez dans le commerce international, alors revenez, vous allez être embauché, il n'y a aucun doute. Vous êtes d'ailleurs le seul candidat. Quand je parlais avec la dame, tellement cette dame était très gentille, très contente, donc elle a appuyé sur le micro pour qu'on écoute la discussion de l'autre bout de la dame. Elle lui dit, voilà, M. Chelali, il est là, et elle a dit, ok, super, et donc elle a dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, quand est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez me donner votre nom en entier? J'ai dit, Chelali Mohamed. Et tout d'un coup, on entend de l'autre côté, elle a dit non, 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 non. Puis il a dit l'autre, pourquoi non, non, non. Elle a compris, la dame qui était avec moi, que c'est par rapport au nom. Mais elle a dit oui, oui, mais il a ses papiers. Elle a dit non, non. Et je pense que c'était l'autre dame qui parlait, donc après, à un moment donné, elle a raccroché et commencé à pleurer. Parce que c'est pour ça que je vous dis aussi, même dans un pays, il y a toujours ces 2 contrastes. Ces 2 contrastes. Et puis moi, personnellement, c'est là la première découverte avec le racisme, la première confrontation. Et ça a été très difficile. Je pense que c'est comme si ça m'a renvoyé 25 ans ou 20 ans en arrière à cet enfant à Alger qui voit ses parents. C'est comme, je dis, c'est pas possible quand même, ça. Et puis, c'est quoi la raison? Ça vous force à vivre comme un 2e deuil? Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi? Et je n'arrivais pas à trouver la réponse. Et je n'ai pas dormi toute une semaine à peu près. Profondément affecté. Oui. Et vous allez quand même récidiver, vous allez encore postuler pour un poste de cadre dans une grande entreprise. On vous dit, vous l'avez. Et on va revenir sur la décision parce que le personnel ne voulait pas avoir un arabe comme chef. Et là, c'est-à-dire... Une autre gifle. Oui. Et pour moi, c'était fini. C'était là où j'ai compris que je ne pouvais plus travailler. Et je dois dire que c'est malheureux parce que quand même, au début, j'envoyais plein de CV qui jamais je reçois de réponse. Mais c'est là que j'ai compris pourquoi je ne recevais pas de réponse. Donc là, je me suis tourné vers l'enseignement. Et puis, au niveau public, ils n'avaient pas le choix. En plus, ils ne voyaient même pas le nom. Donc, et là, vous avez trouvé une porte de sortie. Et là, j'ai commencé à enseigner donc, pour des remplacements mathématiques. Toute votre vie va illustrer à quel point vous êtes un homme polyvalent et débrouillant. Vous allez décrocher un poste en Belgique à un moment donné. Suite, oui. Et je vais faire ce grand saut dans le temps parce que au début des années 90, vous allez assister à une présentation de la délégation du Québec qui se cherche des immigrants de langue française qui ont une formation universitaire. On les veut. Vous vous sentez appelé à bras ouverts. Vous êtes marié. Il faut bien dire que ce séjour en France vous a permis de rencontrer votre épouse, Nora. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de partir pour le Québec? Parce que vous savez, dans ma vie, le hasard a toujours joué. Mais je pense que le hasard ne vient pas comme ça. Il faut avoir la volonté d'aller le chercher. Mais c'était par hasard que j'ai vu l'annonce. Donc là, je vois et je remplis les feuilles pour le Québec. Puis 3 semaines après, donc je reçois un appel téléphonique de la délégation du Québec à Paris. Donc j'y vais, entrevue, ça se passe très bien. Puis là, ils me disent, bah, maintenant, on va l'envoyer au gouvernement fédéral. Ils vont juste faire le médical et puis Et je pense que là, j'ai trouvé, pour moi, le Canada, c'était un rêve. Rêve d'enfant, je me rappelle quand j'étais en 5e, ou à peu près, c'est l'équivalent du secondaire ici, on étudie, je regardais en géographie, puis je voyais des photos du Québec, des débuts, c'est-à-dire de la francophonie, du mouvement au Québec. Puis c'était comme moi une passion, comme presque un rêve que je voyais de loin.
puis tout d'un coup, je vois, voilà le Canada qui s'ouvre, et puis là, je n'ai pas hésité. J'ai dit, c'est ici que je vais aller. Et surtout à Montréal, moi, je ne parlais pas du tout anglais. Et puis bon, voilà, avec mes diplômes, et puis c'est quand même toute une province qui parle français. Il y a un hic, il fait froid au Québec en hiver. Vous arrivez en janvier. J'arrive le 15 janvier 92 et entre-temps, j'avais fait un passage très bref en Arabie Saoudite où il faisait plus de 40 degrés. Et puis donc, je suis retourné en France, puis là, donc je suis venu à Montréal le 15 janvier 92. L'aéroport, donc on ne voit rien, c'est chauffé. Puis dès que la porte s'ouvre pour prendre l'autobus à Mirabel, j'avais l'impression qu'un chalumeau de froid. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi ça? Et quand je suis allé à Montréal, la ville, tout était blanc. Ben, c'était beau au début, mais c'était difficile pour quelqu'un qui est né en Sahara, en plein désert. Première année, ça va, on voit la neige, on s'habitue, on aime jouer. Mais deuxième année, c'est assez lent. Et 8 mois. Oui, ça revient, on ne peut pas y échapper. C'était très difficile, oui. Alors, Mohamed, je sais que de fil en aiguille, vous allez choisir la Colombie-Britannique. Climat plus clément, il faut bien se le reconnaître. Façon de jouer avec l'hiver peut-être de façon plus facile. Et je veux qu'on vienne à ce moment où vous avez un rendez-vous avec l'histoire. Vous êtes en route pour un contrat au Liban d'enseignant et vous êtes sur les Champs-Élysées à Paris pour la parade du 14 juillet. Et vous allez vous retrouver, vous avez vos enfants, vous avez une petite voisine d'origine juive avec vous, et vous remarquez quelqu'un de louche. C'est un partisan néo-nazi qui s'apprête à assassiner le président, en tout cas tout de même à l'essayer. Avez-vous eu un moment d'hésitation avant de passer à l'action? Pas du tout, non. Je pense que dans des moments pareils, si on a même une fraction de seconde d'hésitation, c'est déjà trop tard. Non, dès que j'ai vu ça, c'est-à-dire j'ai sauté sur cet individu et je n'ai pas pensé à deux fois. C'est juste par la suite, quand tout est fini, et que j'ai commencé à réaliser, c'est-à-dire l'étendue de l'acte, mais aussi les implications, mais aussi le danger. Imaginez le danger pour un Algérien, un Arabe, parce qu'en fait, dès que j'ai vu le fusil, j'ai sauté sur le fusil pour l'enlever. Et vous avez retiré le Je n'ai pas réussi à le fusil parce que là, le fusil il est tombé sur une autre personne qui était devant, quelqu'un de l'Alsace, qui l'a pris tout de suite. Donc moi, j'ai réussi, j'ai enlevé le chargeur, j'ai mis mon pied derrière lui, il y a une autre personne qui est venue, donc on l'a fait tomber par terre. Mais par la suite, ce que je me suis dit, si j'avais réussi à enlever le fusil, c'est-à-dire du premier coup, j'aurais eu le fusil dans ma main. Et vous savez, il y avait des snipers tout autour, en haut. Quand ils voyaient un Arabe avec mon visage, avec un fusil... Il y aurait pu y avoir une terrible méprise. Absolument. Et penser que vous étiez l'assassin en question. Oui. Et puis probablement, si personne ne l'aurait su, tout le monde aurait dit, oui, c'était lui. Mais je pense qu'on ne pense pas à des choses comme ça. On fait des gestes par rapport à ce qu'on pense. On agit, on réfléchit après. C'est ça, en tout cas, pour moi. Mohamed, vous allez devenir... Ces images vont faire le tour du monde. On vous a reconnu pour votre bravoure. Le Canada vous a remis la médaille de bravoure en 2003. La France a reconnu l'ampleur du geste. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Il y a de quoi être fier. Mais ce geste que vous avez posé a eu un impact tout spécial pour votre sœur. Oui. L'une de vos sœurs. Oui. Ma sœur m'a appelé, et moi je n'ai même pas pensé à ça. Elle m'a dit, et c'était très, parce que je suis après allé la voir, elle m'a dit, puisque tu as sauvé une vie humaine, c'est comme mon père et ma mère sont vivants et qu'ils marchent maintenant, qu'ils sont sauvés. Et elle m'a dit, elle faisait comme moi d'ailleurs, beaucoup de rêves, vous savez, on est traumatisé, la nuit on se lève, on crie.
Et elle m'a dit que maintenant, elle dort beaucoup mieux par rapport à un geste, vous savez. Et puis même pour moi, c'est comme un sentiment, un apaisement. Je pense quand on fait... L'honneur est restauré, peut-être? Le nom de la famille? Oui, oui. Mais aussi, je pense que c'est un geste qui, par son ampleur, donc, a comment lever toutes ces mauvaises choses qu'on a au fond de nous. Mohamed, j'aimerais vous faire entendre un témoignage d'une collègue à vous en Colombie-Britannique, Sylvie Lichtelot, qui vous a connu il y a de ça plusieurs années. Oui, elle est toujours ma copine, oui, une amie. La première impression, quand on voit Mohamed, on dit c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sûrement. Il était quand même facile d'approche, même s'il avait un extérieur plus solennel. Mohamed est une personne curieuse de tout. Pour moi, c'est un nomade, pas seulement voyager physiquement, mais voyager dans sa tête. J'ai assisté au discours qu'il a fait lors de la remise de la Légion d'honneur au consulat français à Vancouver. Et c'était un message de paix et de pardon, qu'on était tous frères dans un sens, il fallait se donner la main. Alors c'était vraiment très émouvant. Je pense qu'il a toujours été cet être-là et il est fidèle à lui-même. C'est simplement le destin qui l'a mis sur ce chemin-là. Tu sais, Mohamed, comme on disait quand j'étais jeune en France, touche pas à mon pote, ben t'es mon pote. Et j'espère que par ton message, tu vas pouvoir apporter une certaine vision de paix à ce monde très troublé en ce moment. Alors, c'était Sylvie Lichtelot qui travaille à l'école Gabriel Roy. Vous avez décidé de ne pas vendre l'exclusivité de votre histoire extraordinaire. Vous êtes en train d'écrire, vous espérez pouvoir publier un livre. Vous sentez-vous investi un peu d'une mission, comme semble le décrire Sylvie, de livrer un message qui sort de la bouche d'un Arabe, d'un Algérien d'origine, de quelqu'un qui a souffert beaucoup et qui est malgré tout très généreux? Vous savez, tout a commencé le lendemain de cette histoire en France. Donc, je tournais avec Jean-François Bélanger, justement, puis il y a une personne qui est venue, l'autre personne elle vient juste de signer, on lui a remis un cash, est-ce que ça vous intéresse? Puis j'ai dit à François, est-ce qu'on peut continuer à parler? Parce que c'était pour le Canada, ça devait passer, je pense, le soir même. Et puis j'ai dit, ça ne m'intéresse pas parce que l'autre personne, elle est française, elle n'a pas de message. Moi, j'ai derrière moi toute une vie, j'ai toute une expérience, mais aussi je regarde devant moi. Je ne sais pas que je représente d'autres personnes, mais je suis un être humain et je pense que j'ai le droit et le devoir de parler au nom de tous les autres, au nom des miens, mais aussi au nom de tous les êtres humains, parce que dans le fond, c'est quoi la différence entre nous? On est tous pareils et on est tous les mêmes. Et c'est ça que j'ai envie de prêcher ou de dire, parce que souvent, on a toujours peur de l'autre, parce qu'il est différent au début. Dès l'instant où on connaît quelqu'un, tiens, ça nous rappelle quelqu'un qu'on connaît déjà par sa manière de se comporter, de parler, et dans le fond, donc tous les êtres humains sont pareils. C'est juste ces barrières, des fois, qu'on se met dans la tête. Et Mohamed Chelali, j'espère que les gens seront prêts à entendre ce message. Merci beaucoup pour l'entrevue. Je vous en prie.